Bonjour, je suis Monsieur Foalin-Glove René, concepteur, développeur informatique. Aujourd'hui, nous allons voir les grandes étapes de la carrière de John Maynard Keynes. En premier, nous commencerons à voir la carrière de Keynes comme haut fonctionnaire au Trésor. En août 1914, il se fait remarquer en recommandant à Lloyd George, alors ministre des Finances, de ne suspendre la convertibilité de la livre sterling qu'en cas d'absolue nécessité. Le 6 janvier 1915, sur proposition d'Edwin Montagu, qui avait déploré son départ de l'Indian Office, il est engagé au Trésor pour la durée de la guerre. Lorsque McKenna succédait à Lloyd George aux finances, il devient vite son principal conseiller, et à la même époque, il est affecté à la division du Trésor, chargé du financement de la guerre. Keynes participe activement au débat qui agite le gouvernement anglais. Doit augmenter le nombre de divisions alignées sur le front français, et par là même recourir à la conscription ou non. Keynes et McKenna sont opposés à cette option. Deux arguments sont mis en avant. La conscription gênerait la production britannique, rendant le pays dépendant des États-Unis en matière de financement. La conscription s'oppose au principe libéral qui veut qu'un gouvernement ne puisse exiger des citoyens qu'ils donnent leur vie dans leur consentement explicite. La victoire de l'autre option, la guerre totale, fait envisager à Keynes une démission du Trésor. Malgré les pressions de ses amis de Bloomsbury, il choisit de rester en poste, au grand soulagement de ses parents. Le 6 décembre 1916, le conservateur Andrew Bonar Law devient le nouveau ministre des Finances, en remplacement de McKenna. Le nouveau ministre maintient de bonnes relations avec Keynes, et en mai 1917, il est nommé chef de la division, chargé des financements extérieurs et décoré de l'ordre du bain. Keynes participe à nombre de réunions préparatoires portant sur l'aspect économique du futur traité de paix. Il est opposé à des préparations très importantes et pour annulation des dettes de guerre contactées par la France et le Royaume-Uni auprès des États-Unis. Par ailleurs, il trouve que les propositions de Woodrow Wilson sur ce que sera la Société des Nations négligent trop l'aspect économique. Il fait en sorte de préparer cette mission durant la Seconde Guerre mondiale. Il n'est pas écouté et préfère démissionner. Pour exprimer ses idées et ses réserves envers le traité de Versailles, il écrit en 1919 les conséquences économiques de la paix. Ce livre lui apporte à la fois l'aisance financière et une notoriété internationale. Il y reproche moins à Georges Clemenceau d'avoir défendu et imposé une solution influencée par le réalisme en relations internationales qu'à Woodrow Wilson et à Lloyd George de ne pas avoir défendu plus fermement leurs idées proches du libéralisme en relations internationales, plus favorables à la paix et au développement économique. En conséquence, à ces derniers, qu'il réserve ses flèches les plus acérées, ce livre passe mal en France. Dès 1920,
Jacques Bainville lui répond dans Les conséquences politiques de la paix, ouvrage prémonitoire où Bainville décrit l'enchaînement historique qui conduira à la Seconde Guerre mondiale et où il déplore l'approche purement économique de Keynes. En 1946, Étienne Mantoux fera paraître un livre destiné à réfuter les thèses de Keynes, The Carthaginian Peace or the Economic Consequences of Keynes. Pour l'économiste historien américain Charles Kindlesberger, l'ouvrage de Keynes a heurté le sentiment national français, et cela expliquerait en partie pourquoi les économistes français ne s'intéressaient vraiment à l'œuvre de Keynes qu'après la Seconde Guerre mondiale. J'en ai terminé et je vous remercie.